OK, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Si vous n'avez pas lu le résumé, c'est une présentation en maths et non sur la croissance personnelle. Donc, on va parler des fonctions potentielles. C'est une présentation que je suis quand même pas mal excité de faire parce que ça fait longtemps que c'est un sujet qui m'intéresse. Puis, c'est des choses que j'aurais aimé voir au bac parce que, je sais pas, les motivations sont amusantes. Donc, la présentation va être un peu en trois parties. Donc, je vais parler au début de chaleur. C'est un peu un prétexte pour parler de fonctions harmoniques et sous-harmoniques. Ensuite, d'écoulement d'un fluide, qui va être un prétexte pour parler de potentiel complexe. Puis, de charge électrique qui va nous amener à la théorie du potentiel. Donc, je me suis un peu servi des contextes physiques pour introduire les objets mathématiques, puis ils sont un peu interchangeables, c'est-à-dire que la chaleur aurait pu servir pour le potentiel complexe et vice-versa. Une autre chose que je trouvais qui était excitante pour la présentation, c'est que dans la partie d'écoulement d'un fluide, je vais parler de profil d'un aile d'avion, puis la raison que j'en parle, c'est parce que quand j'étais à l'école, c'est quand même un petit bout de temps, mais en 10e année ou en 11e année, avec secondaire 4, j'imagine, quelque chose comme ça, mon prof de maths nous montrait les matrices, puis un petit peu les nombres complexes aussi, puis il nous a dit les nombres complexes, on peut calculer les formes d'ailes d'avion avec ça. J'étais très impressionnable à l'école, fait que moi, ça m'avait marqué. Puis dans ce livre-là, que j'ai trouvé quand j'étais à la maîtrise, c'est méthode de la théorie des fonctions d'une variable complexe, qui sont de Lavrentiev. Donc, c'est un livre russe qui a été traduit en français. Il explique quand même plusieurs choses par rapport à ça. Donc, ce livre-là et ce livre-là, qui est Potential Theory in the Complex Planes de Thomas Ransford, ce sont les deux livres que j'ai utilisés pour préparer la présentation. OK. Donc, ce qui m'a donné l'idée de faire la présentation aujourd'hui, c'est un exercice du cours de DO que j'ai donné en 2022, donc Math 2115. Au mois de novembre, j'ai dû retourner dans mes vieux papiers de ce cours-là pour telle ou telle raison. Puis là, je relisais un peu certains des exercices que j'avais donnés, puis il y avait celui-là que je trouvais quand même intéressant. Donc, c'est l'exercice numéro 8. On considère un fil conducteur semi-infini modélisé par l'intervalle 0-infini. Donc, comme ça. Une source de chaleur se trouve en x égale à 0, donc à l'extrémité qui est là. Puis, on suppose le régime permanent atteint, donc la température ne dépend pas du temps, seulement de la position. Mais même si la température ne varie pas, la chaleur continue à se diffuser. Donc, on continue comme ça. La quantité de chaleur Q de x qui traverse le point x est directement proportionnelle au taux de variation de la température. Ça me donne ça ici. Donc, T', c'est le taux de variation de la température. Et c'est directement proportionnel. La quantité de chaleur perdue dans l'air est dQ sur dx et est directement proportionnelle à la température au point x. Ça nous donne ceci. Donc, dQ sur dx, c'est Q', puis on dit que c'est directement proportionnel à la température. Modéliser la température par une EDO d'ordre 2, indiquer le signe de chaque constante. Donc, pour le signe ici, T', on peut voir ça comme le gradient de la chaleur, mais le gradient va pointer vers les maximums. Ici, on a un maximum global, donc le gradient va par là. Mais la chaleur, elle se diffuse dans l'autre sens, donc la constante C va être négative. Et on dit que Q', c'est la chaleur perdue, donc comme la température, on va dire qu'elle est positive, la constante D va être négative aussi. Donc, si on dérive une des deux équations, puis on remplace, on arrive à cette EDO d'ordre 2 là, qui était tout ce qu'on demandait finalement pour la question. Donc, c'est pour le cours de EDO, donc il n'y avait pas vraiment de notion de physique à utiliser ici, mais il y a quand même une phrase qui a quand même beaucoup de poids ici. On dit la quantité de chaleur perdue dans l'air
est dQ sur dx. Et là, je ne voulais pas que les étudiants aient à expliquer pourquoi ça c'est vrai. Donc, dans un geste magnanime, j'ai décidé de mettre une note de bas de page qui, j'espérais, allait expliquer. Donc, ici, on dit, pour voir cela, on remarque que delta Q est la chaleur perdue entre x et x plus delta x. En effet, si on ne perdait pas de chaleur, alors Q de x serait constante. Donc, si on ajoute ça ici, on a de la chaleur qui traverse le point X, puis on soustrait la chaleur qui traverse de ce côté-là. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben, la différence entre les deux, c'est ça que j'ai perdu. Parce que si j'avais rien perdu, il y aurait autant de chaleur qui traverserait là que là. Mais sur une droite, c'est peut-être un petit peu plus difficile pas difficile à s'imaginer, mais plutôt la question, ce serait comment on ferait après avec une plaque de chaleur. Donc, une fois que j'ai lu mon exercice, je me suis dit, est-ce que ça se fait? Puis, je savais comment généraliser ici le flux qui traverse. Ça va être une intégrale de flux. Donc, on prend une plaque, puis on met dessus le champ de la diffusion de la chaleur, donc le champ de gradient, mais avec un signe moins, parce que, comme tout à l'heure, le gradient va pointer vers la source de chaleur, tandis que nous, on veut la chaleur qui diffuse. Je vais tracer une courbe sur ma plaque, la courbe en bleu. On la voit peut-être pas beaucoup, donc on va zoomer. Sur ma courbe, je vais porter les vecteurs du flux. Je vais enlever les autres. Donc ici, les vecteurs verts, c'est ceux qui entrent dans ma région. Puis les vecteurs bleus, c'est ceux qui sortent. Donc on peut voir ça un peu comme le flux de chaleur qui entre, puis l'autre, c'est le flux de chaleur qui sort. Donc si je calcule l'intégrale de flux, donc là, ça prend un peu des notions de calcul 2, mais souciez-vous pas trop des calculs, c'est plus pour les idées ici. Donc l'intégrale sur mon contour, je vais l'appeler gamma. C'est l'intégrale de flux qui correspond à la chaleur qui sort de gamma, ou à la chaleur qui entre dans gamma. Et on peut voir ça comme la différence entre les deux, ce sera la chaleur qu'on a perdue dans l'air. Et ça, c'est une autre façon de le calculer, c'est de dire que c'est proportionnel à la température moyenne fois l'air de la région. Donc la constante ici, c'est une constante de proportionnalité. Techniquement, je devrais mettre une autre constante ici parce que la chaleur est proportionnelle à la température, mais on a suffisamment de constantes comme ça. Puis il y a le signe moins pour la constante parce que on perd de la chaleur. Okay. Donc je vais juste garder les termes qui sont importants ici, donc ceux en rouge, ceux en bleu. Ça me donne cette équation-là. J'ai changé ma constante K pour C qui est moins K pour enlever le signe moins. Maintenant, ma constante est positive. Pour continuer, on va avoir besoin du théorème de Green. Donc, l'intégrale, donc ça c'est le gradient, c'est le produit scalaire avec le vecteur normal. Moi, je vais prendre le vecteur normal qui pointe vers l'extérieur. Ça me donne la deuxième intégrale qui est là. Puis en appliquant Green, ça nous donne, donc si vous ne connaissez pas Green par cœur, ça va être Txx plus Tyy fois dA, donc le Laplacien de T. Oups. Si donc je reporte Green dans mon équation ici, je divise des deux côtés par l'aire de D. Quand je laisse tendre ma région vers un point, ça va me donner que le Laplacien de T en X doit être égal à une constante fois T de X. Donc, ce qu'on conclut, c'est que lorsque le régime permanent est atteint, la température va vérifier l'équation C de T est égale au Laplacien de T. Le Laplacien de T, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est la dérivée partielle seconde de T par rapport à X, puis plus la dérivée partielle seconde de T par rapport à Y. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Super. Donc, si T, c'est une fonction qui fait ça,
La température, si elle est positive, ça veut dire que mon Laplacien est positif. Et ces fonctions-là, on va leur donner un nom spécial, on va dire qu'ils sont superharmoniques. Et lorsque c'est le symbole à l'envers, donc quand c'est plus petit, on va dire qu'ils sont sous-harmoniques. Mais là, c'est une remarque et non une définition parce que les fonctions sous-harmoniques ne sont pas définies comme ça, mais c'est une conséquence lorsqu'elles sont de classe C2. Et l'exemple le plus important pour nous, du moins, d'une fonction sous-harmonique, ça va être le log de la partie, le log de la valeur absolue de z. Donc ici, on utilise la notation des complexes, c'est le log de la racine carrée de x carré plus y carré. Et on va utiliser la convention que le log de 0, c'est moins l'infini. Donc les fonctions sous-harmoniques, on va leur permettre de valoir moins l'infini si c'est nécessaire. OK, donc ça c'est ce qui se passe sur une plaque de métal si on la laissait, disons, dans l'air libre. On va s'intéresser à un autre modèle, celui où la plaque de métal, c'est l'univers au complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième dimension. S'il n'y a pas de troisième dimension, la chaleur ne peut pas s'échapper, un peu comme la chaleur en 3D ne peut pas s'en aller en 4D dans le vrai monde. Donc, ça veut dire que si on revient au calcul qu'on a fait, notre intégrale de flux, elle doit être égale à 0. À ce moment-là, le régime permanent est atteint. Si le régime permanent est atteint, on va avoir cette équation-là. Et les fonctions qui vérifient cette équation-là, on dit qu'elles sont harmoniques. Donc, les fonctions harmoniques et sous-harmoniques, on va les utiliser pour le reste de la présentation. Puis on peut voir un premier exemple où est-ce qu'elles émergent relativement naturellement. Puis on va passer au prochain sujet qui est le potentiel complexe. Donc plutôt que de parler de chaleur, cette fois on va parler d'écoulement d'un fluide. Donc on va avoir un domaine D. D, ça va être l'extérieur de quelque chose. Fait que ça va être on va enlever une région du plan puis on va prendre le reste. Et V, ça va être un champ de vecteurs. Donc V, ça va représenter la vitesse des filets d'air qui s'écoulent ou d'un fluide, pas nécessairement de l'air. Mais par contre, on va devoir faire les hypothèses que le fluide est parfait, incompressible et sans turbulence. C'est bon. Parfait, c'est qu'on va ignorer la viscosité puis les conductions thermiques ou quelque chose comme ça. Incompressible puis sans turbulence, je pense que ça va. Et on va faire des hypothèses sur notre champ de vecteurs. Donc le rotationnel en 2D, c'est tout simplement la dérivée partielle de la deuxième composante par rapport à x, puis on soustrait la dérivée partielle de la première composante par rapport à y. Et nous, on veut que ce soit égal à 0. Donc dans un cours de calcul 2, habituellement, on nous dit que ça mesure ces choses-là. Donc, si le rotationnel est 0, ça veut dire que ce n'est pas permis que le champ de vecteurs puisse faire des cercles comme ça. Et on va aussi, ça ici, donc la divergence, ça, c'est pour incompressible. Donc, la dérivée partielle de la première composante par rapport à x plus la dérivée partielle de la deuxième composante par rapport à y est égale à 0. Et en calcul 2, on nous dit que ça mesure ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir ça dans notre champ de vecteurs. Mais les notions sont un peu plus nuancées que ça quand même. Donc, ce n'est pas juste ces cas-là. Je vais reculer. Ce champ de vecteurs-là ici, donc c'est un champ de vecteurs qui se trouve à être entre deux paraboles. Il a un rotationnel non nul. Donc, ça non plus, ce ne sera pas permis. Donc, si on voulait régler le problème ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que la vitesse change un peu. Donc, le champ de vecteurs a le droit de suivre ces trajectoires-là, mais ici, il va aller plus vite qu'ici. Okay, donc, si je le recule. Donc, ça, c'est avec du rotationnel, puis maintenant, il n'y a plus de rotationnel. Similairement, pour la divergence, si on est dans une situation comme ça, il va
il va avoir de la divergence. Donc ici, ce serait non nul parce que il y a plein de flèches qui entrent ici, mais il y a moins de flèches qui sortent là. Donc là, pour régler le problème, disons, si on veut que la divergence reste nulle, il faudrait soit que les flèches soient plus longues ici, ou que ici ça ralentit. Donc un des deux pourrait fonctionner. OK. Donc, on a encore notre domaine, notre champ de vecteur, puis on suppose qu'il est irrotationnel, donc que le rotationnel est nul. Et on peut définir de cette façon-là un potentiel. Donc, si V est irrotationnel et D est simplement connexe, alors l'intégrale qui est ici, donc l'intégrale, sur une courbe qui rejoint Z0 à Z, et ici c'est la circulation. C'est bien défini. Puis en plus, si on prend le gradient de U, ça nous redonne V. Donc on peut voir U comme une genre de primitive. Et puis, j'ai fait un dessin avec des couleurs. Je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que ça représente. Mais ici, les endroits où la couleur est la même, c'est les courbes de niveau de V. De U, pardon. Donc, on voit ici, en bleu, ça c'est une courbe de niveau de U. En jaune, ici aussi, on la voit bien. En rouge, on voit un peu moins bien, mais vous comprenez. Puis, dans ce cas-ci, j'ai fait l'image pour que ça, ce soit des hyperboles. Et ici, on a des droites. Vous verrez le lien bientôt avec les couleurs. Mais d'abord, on revient maintenant, on suppose qu'il est indivergentiel, c'est-à-dire que la divergence est nulle. Et on obtient quelque chose d'analogue. Donc maintenant, on va parler de fonction de courant. Donc si V est indivergentiel et D est simplement connexe, alors l'intégrale qui est là, donc au lieu d'être la circulation, maintenant c'est le flux qui traverse la courbe qui rejoint Z0 à Z. C'est une fonction qui est bien définie, qui a la propriété d'être orthogonale au champ de vecteur, le gradient. Donc ici, j'ai dessiné encore les courbes de niveau de V, de petit v cette fois. Donc c'est des courbes comme ça. Et à cause de ce qu'on a ici, ça veut dire que le champ de vecteur, il suit les courbes de niveau. Parce que le gradient de V est orthogonal à ces courbes de niveau. Puis ici, on dit que V aussi est orthogonal aux courbes de niveau. Donc ça veut dire qu'il est parallèle. Donc, on appelle ça une fonction de courant parce que les lignes que j'ai tracées ici, on les appelle des lignes de courant. C'est les lignes que le champ de vecteur va suivre. Donc, si V, c'est un fluide qui décrit la vitesse, les lignes de courant, ce serait le courant du fluide. Donc, avec ces deux choses-là, on va pouvoir enfin parler du potentiel complexe. En combinant U et V, ce qu'on obtient, c'est une fonction holomorphe. Donc, la fonction f qui est U plus IV est holomorphe sur D, où D est simplement connexe, puis il vérifie, donc le lien avec le champ de vecteur, c'est que V de Z, c'est f' de Z bar. On appelle f le potentiel complexe de V. Et je vais essayer de vous représenter avec une image qu'est-ce que ça fait. F prend ça ici, puis l'envoie sur cette image-là. Ça veut dire qu'une ligne de courant, pour F, son image, c'est une ligne horizontale. Et une ligne, on les appelle des lignes équipotentielles, donc c'est les lignes où le potentiel est constant. Donc les courbes de niveau de U, sont envoyées sur des lignes verticales. Et le fait que f soit une fonction holomorphe, si sa dérivée ici est non nulle, donc si v de z est non nulle, elle va préserver les angles. Ici, les angles sont des angles droits.
Donc ici, les angles sont droits aussi. Donc les courbes de niveau, les lignes de courant, ici intersectent les couleurs avec un angle de 90 degrés. Ici, il faut juste faire un peu attention parce que le champ de vecteur, il est dans le domaine de f et non dans l'image. Donc, le potentiel complexe, c'est une fonction qui part du domaine où est-ce qu'il y a le champ de vecteur puis qui va dans un autre ensemble et non l'inverse. OK, donc c'est quoi le rapport avec l'écoulement d'un fluide? Si mon champ de vecteur, ça représente l'écoulement d'un fluide autour d'un cylindre. Donc, ici, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que j'ai un tube qui est infini, puis j'ai un fluide qui circule autour, mais puis on prend une coupe. Donc, on suppose que le fluide, il circule de la même façon dans tous les plans perpendiculaires au cylindre. Donc, le potentiel complexe, il envoie les lignes de courant sur des lignes horizontales. Donc, l'obstruction qui est ici, mon cylindre, comme le courant circule autour de mon cylindre, ça veut dire que c'est une ligne de courant. Donc, le cylindre qui est là, il doit être envoyé sur un segment ou sur toute une ligne horizontale. Et sachant seulement ça, donc juste avec cette condition-là, puis en supposant que f est holomorphe à l'infini, c'est suffisant pour complètement caractériser f. Donc ça, c'est une façon de trouver f. Là, je ne vais pas approfondir ça parce que c'est pas tout le monde qui a fait de l'analyse complexe encore. Mais ça nous permet de, par exemple, deviner, entre guillemets, c'est quoi qui est censé être f ici. Et la fonction qui envoie le cercle sur un segment comme ça, c'est la fonction de Joukowski qui est 1/2 z plus 1 sur z. Est-ce que ça... Ah oui. Là, on part avec l'image de gauche. L'image de gauche existe préalablement, right? Oui. OK. Et après ça, on résout le... Fait que ça, c'est V. Le V, il va suivre le flow. Oui. Après ça, je réjoue l'équation différentielle V égale à bord F' pour trouver mon F. C'est ça? Plus ou moins. C'est parce qu'il y a comme différents angles d'approche. Ça dépend avec quelle information tu pars. L'information avec laquelle on partirait dans ce cas-ci, c'est juste qu'on a un cylindre. Puis on sait que le fluide circule autour. Puis on suppose aussi qu'il y a une vitesse constante à l'infini. Fait que ça veut dire que le potentiel complexe est holomorphe à l'infini. Puis on ne sait rien d'autre en principe, sauf que le bord du cylindre, c'est une ligne de courant. Puis une fois qu'on sait quelle fonction envoie le bord du cylindre sur une ligne horizontale, on a trouvé f. Par contre, là c'est un exemple simple. C'est simple ici parce que si on fait l'intégrale de contour ici, donc la circulation, elle donne 0. Si elle ne donne pas 0, il y a des petites différences. En particulier, le log va être, le f va avoir un log dedans, donc il ne sera pas bien défini, mais en tout cas. Donc ça nous amène à la forme d'une aile d'avion. Donc ici, on a juste pris le profil. Donc on encadre, on suppose par exemple que notre aile est infiniment longue, puis que l'air circule toujours perpendiculairement. Au lieu de supposer que l'aile bouge, on va supposer qu'elle est fixée puis que c'est le vent qui bouge autour. Donc, avec V infini, c'est la vitesse du vent à l'infini. Donc, pour le problème, on voudrait F, le potentiel complexe, ou plutôt on va supposer qu'on le connaît. Sachant F, on connaît aussi F' bar, qui est le champ de vecteur de vitesse.
Et on va définir V sans la flèche comme étant la vitesse scalaire de l'air. Pour faire des calculs, on va utiliser la formule de Bernoulli. Donc, c'est ici qu'on utilise les hypothèses que le fluide est parfait, stable et irrotationnel. En fait, pour de l'air qui va moins vite que la vitesse du son, c'est des hypothèses supposément qui sont communes. Donc, il n'y a pas beaucoup de turbulences, puis bon. Donc, la raison qu'un avion reste dans les airs, c'est que quand les filets d'air circulent autour, l'air qui passe au-dessus de l'aile va plus vite que l'air qui passe en dessous. Et de l'air qui va plus vite a moins de pression. Donc, la pression au-dessus de l'aile est plus petite, tandis que la pression en dessous est plus grande. Cette différence-là fait en sorte qu'il y a une force qui va le maintenir en l'air. Et pour la formule de la pression, c'est la formule de Bernoulli-Euler qu'on va utiliser. Donc, P est égal à A, qui est un produit de constante physique, moins ρ, qui serait la densité sur 2, fois la vitesse scalaire au carré. Mais pour nous, on va juste supposer que A et ρ, ce sont des constantes. Pour faire nos calculs, on va considérer un élément de force, donc dF, qui est orienté perpendiculairement à la courbe. Et pour calculer ça, on va prendre dθ, qui est un élément de longueur. Donc, dθ, c'est un vecteur qui serait tangent à la courbe. Et si je multiplie par i, ça veut dire que je fais une rotation de 90 degrés. Donc, mon vecteur tangent se voit maintenant être orthogonal. Donc, Iz, c'est mon élément de longueur. Puis, si je multiplie par la pression, ça va me donner de la force parce que c'est mon quantité de... Ça, c'est la force par unité de longueur, disons. Donc, je remplace P. Donc, je vais avoir AI dθ moins I ρ sur 2V carré dθ. Et j'intègre. Si j'intègre mon élément de force sur tout mon contour, je vais obtenir la portance, qui est la force qui maintient l'avion. Ici, l'intégrale sur un contour fermé d'une constante, c'est 0, donc on enlève. Il me reste l'intégrale, moins I ρ sur 2, l'intégrale sur mon contour C de V carré dθ. Bon, ici, on utilise des petites astuces de nombres complexes. V, si je l'écris en coordonnées polaires, c'est la norme de V fois E à la I θ, où θ, c'est l'angle que V fait avec l'horizontale. Ça veut dire que si j'envoie ça de l'autre côté et que je remplace V flèche par F' bar, j'ai cette formule-là pour la vitesse scalaire. Je la remplace dans l'intégrale. Et ça me donne ça ici. Et par encore des petites astuces d'analyse complexe que je ne vais pas expliquer, le produit qui est là, ça donne des états bar. Donc, je pourrais sortir le conjugué complexe de là, puis ça me donnerait une formule qui dépend seulement de F' maintenant. Donc, comme ça demande beaucoup de connaissances avec les nombres complexes, je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais au moins vous illustrer comment ça intervenait. Puis, je vais passer ensuite... OK, restait ça. Donc, c'est ça. Donc, dans nos calculs, on a supposé qu'on connaissait déjà le potentiel. Donc, c'est quand même naturel de se demander comment on le trouve. Donc, on a vu une façon... plutôt avec le cylindre. Mais on peut aussi le voir d'une autre façon. Donc, puisqu'un filet d'air suit le contour de l'air, celui-ci est une ligne de courant. Oh, j'ai oublié de. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut caractériser V de la façon suivante. Donc, ça devient un problème de Dirichlet. On sait que V, ça doit être harmonique, donc sur l'extérieur de D. Et sur la frontière de D, D, ce serait l'intérieur de l'aile d'avion, disons.
sur la frontière de D, elle doit être constante parce que c'est une courbe de niveau de V. Je vais revenir à ce problème-là après. Donc, avant d'en discuter, on va passer au potentiel complexe. Mais si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas. OK, donc la théorie du potentiel. Donc, on a vu le potentiel U qui était la circulation, puis on a vu le potentiel complexe. Maintenant, pour parler de théorie du potentiel, je vais utiliser les charges électriques pour induire l'intuition. Donc, si j'ai une charge C qui est distribuée sur le plan complexe, je vais définir une façon de mesurer combien de charges. Donc, pour un domaine D, mu de D, ça va être la quantité de charge qu'il y a dans D. Si C est égal à 1, ou bien si je divise par la charge, on peut voir ça comme une mesure de probabilité. Donc, ça voudrait dire à ce moment-là que mu de D, ce serait la probabilité que l'événement arrive, qui serait la proportion de charge dans D. Le support de mu, ça va être le support de la charge, donc ça va être là où les charges se trouvent. On pourrait le définir mathématiquement, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour la présentation. Et donc, ça veut dire que mu, c'est la distribution de la charge. Mu de tout le plan complexe, c'est la charge totale, donc c'est C. Et on va appeler mu une mesure de Borel finie. Fini, c'est parce que C, c'est un nombre fini, donc la charge totale est un nombre fini. Mesure de Borel, on peut le voir comme une mesure de probabilité à une constante multiplicative près. C'est suffisant. On va prendre un exemple. Si on place une unité de charge à l'origine, alors mu de D, ça va être 1 si 0 est dans D et 0 sinon. Mais ça correspond à la mesure de Dirac. Et son support, c'est juste l'origine. C'est le seul endroit où il y a de la charge. Donc, on peut définir à partir de là ce qu'est un potentiel. Si mu est une mesure de Borel finie, donc une distribution de charge, le potentiel associé à mu, c'est la fonction P mu de Z qui est définie comme étant l'intégrale du log de Z moins W en valeur absolue ou en norme fois D mu W. Et il faut se rappeler que le log de 0, on l'a défini comme étant moins infini. Bon, la première fois que j'ai vu ça, j'ai absolument pas compris pourquoi on appelle ça un potentiel. Mais il s'avère que si on sait qu'on a distribué certaines charges dans le plan et qu'on calcule le potentiel électrique, ça va effectivement être donné par cette intégrale-là. Je pense que j'ai un exemple pour aider. On reprend encore la mesure de delta, de Dirac, pardon. Si on veut calculer le potentiel, on va calculer l'intégrale. Et ici, comme le seul endroit où il y a une charge, c'est en 0, ça veut dire que c'est comme si on évaluait W en 0, ça nous donne log de Z. Et si on faisait les calculs, donc si on plaçait une charge à l'origine, puis qu'on utilisait ce qu'on sait sur les forces électriques et tout ça, on trouverait que c'est effectivement log de Z. Et avec ça, ça peut nous aider à comprendre aussi pourquoi il y a un log ici dans la formule en général. On peut voir... je vais faire l'autre exemple avant, je pense. Cette fois, on va considérer une courbe qui va avoir... Puis les charges vont avoir une densité ρ sur la courbe. À ce moment-là, donc, bon, là, j'ai repris la lettre C, c'était peut-être pas une bonne idée, mais C, c'est la courbe et non la charge. À ce moment-là, d mu, ça va être donné par
une fonction de densité fois ds, qui ds, ça va être l'élément de longueur. Et mon potentiel, ça va être l'intégrale le long de la courbe du log fois la densité fois l'élément de longueur. Donc, on a vu que pour une charge, c'était le log qui donnait le potentiel. Donc, le log ici, on peut voir ça comme étant l'énergie, non pas l'énergie par unité de charge au carré. Donc, c'est-à-dire entre Z et W. Donc, s'il y a une charge en Z et une charge en W, tous les deux de 1 unité de charge, ça ici, ça va donner l'énergie entre les deux. Donc, si je multiplie par mon élément de charge, ça va me donner un élément de potentiel. Donc, je vais intégrer tout ça, puis ça va me donner le potentiel. OK. C'est peut-être encore un peu vague. Ça m'a pris longtemps avant de pouvoir assimiler le côté physique de ça. Le côté mathématique m'a beaucoup aidé. Le log ici est spécial. Donc, elle a la propriété que quand on prend son Laplacien, ça donne 0, sauf en 0, où ça va, si on le fait comme il faut, ça va donner delta, la mesure de Dirac. Et les fonctions qui ont cette propriété-là, on dit que ce sont des solutions fondamentales. Donc, le log, c'est la solution fondamentale du Laplacien. Et c'est pour ça que c'est le log qu'on met dans l'intégrale. Si la solution fondamentale avait été autre chose, on aurait pris l'intégrale de cette autre chose à la place. Ceux qui sont familiers avec les produits de convolution, cette intégrale-là, c'est le produit de convolution du log avec la mesure. OK, les propriétés. Il est quelle heure? Va. Oui. Oui, pas en autre, juste en 2 dimensions. Dans les dimensions 1, je me rappelle plus, en dimension plus grande, c'est genre 1 sur x à la n moins 2 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc, les propriétés, le potentiel est harmonique à l'extérieur du support et les sous-harmoniques à l'intérieur du support. La première propriété, c'est important parce qu'on veut considérer le potentiel comme étant ce qui est un potentiel en physique, puis pour être un potentiel, on veut que le Laplacien soit nul. Et le dernier, donc P mu, c'est la différence de potentiel d'une chemise au champ électrique produite par les charges distribuées selon mu. Donc les charges qui sont distribuées selon mu, elles produisent un champ électrique. Et le potentiel, il correspond à l'énergie d'une charge qu'on placerait au point Z, mais une charge de 1 unité. Ici, j'ai fait un dessin de si la charge est distribuée en 0, en 1, puis en 1 plus i. Donc, 0 est ici, 1 est ici, puis 1 plus i est ici. Donc, on a 3 charges, 3 charges de 1 unité. Le potentiel, c'est la somme de log qui est là. Puis, ce qu'on voit ici, c'est les courbes équipotentielles. Ça veut dire que si je place une charge ici ou une charge ici, ils vont avoir le même potentiel. Puis, ça va un peu avec les densités. Donc, plus c'est rouge, plus il y a de potentiel. Puis, quand je m'éloigne, il y a moins de potentiel. Donc, ça nous amène au concept d'énergie. Je vous ai dit que P mu, ça donnait le potentiel. Donc, ce que ça veut dire, je vous ai aussi dit que c'est l'énergie pour une charge de 1 unité. Mais si je mettais une charge de 2 unités, il y aurait 2 fois plus d'énergie. Donc, ça veut dire que P mu, c'est l'énergie par unité de charge. Donc, si je multiplie par une charge, un élément de charge, ça va me donner un élément d'énergie. Si j'intègre mon élément d'énergie, ça va me donner l'énergie totale.
Donc, l'énergie que j'associe à ma distribution de charge, c'est cette intégrale-là qui est double, quadruple si on vu qu'on est dans C. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, P mu, c'est l'énergie par unité de charge. Et donc, P mu, D mu, c'est l'énergie, c'est un élément d'énergie au point Z. Si on fait l'exemple, on reprend l'exemple avec mu égale à delta, je vais intégrer ça ici. Ça va me donner log de 0, donc moins l'infini. Donc là, on peut se demander, ça veut-tu vraiment dire quelque chose? Parce que là, on a trouvé moins l'infini. Puis, voici, en tout cas, la façon que je me le suis expliqué. Si on a une charge qui est distribuée comme ça ici, disons une unité de charge dans tout ça, prendre la mesure de Dirac, ça revient un peu à dire, ma charge qui est là, au lieu de l'avoir dans un grand disque, je vais la forcer à être en un seul point, donc en une singularité. Mais c'est sûr que plus mes charges les obligent à s'approcher, plus l'énergie augmente. Donc, en étant toutes confondues en un seul point, on obtient une infinité d'énergie, donc ce serait quelque chose qu'on ne verrait pas en physique. Et puis, l'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que mon énergie, elle est à l'envers de celle de la physique. Normalement, on aurait mis le signe moins, parce que là, il y aurait eu une infinité d'énergie. Mais bon, en maths, ça ne change rien. Donc, ça veut dire que nos systèmes ils vont essayer de maximiser l'énergie au lieu de minimiser. Puis, bon, la raison que j'introduis l'énergie, c'est pour arriver à ceci, qui est les ensembles polaires. Un ensemble E est dipolaire si l'énergie de toutes les mesures qui ont son support dans E, c'est moins l'infini. Donc, ça veut dire, peu importe la façon que je distribue mes charges dans E, ce sera toujours une énergie infinie. Par exemple, le point, avec la mesure de Dirac, c'est un ensemble polaire parce qu'il n'y a aucune façon que je peux distribuer une charge sur un point puis que ce ne soit pas infini. Une autre façon de le voir, c'est que si l'énergie de mu est finie, elle ne peut pas charger un ensemble polaire. Donc, elle ne peut pas attribuer de charge à ces ensembles-là. Des exemples d'ensembles polaires, ce sont les ensembles finis, dénombrables. L'ensemble de Cantor, lui, n'est pas polaire. Par contre, il y a des ensembles qui sont de type Cantor, donc au lieu de couper un tiers, on fait quelque chose d'un peu différent. Ça va être polaire. Et ces ensembles-là sont indénombrables. Donc, il y a des ensembles indénombrables qui sont polaires. Et puis, les ensembles de polaires ont mesure nulle, mais les ensembles de mesure nulle ne sont pas nécessairement polaires. Donc, c'est un peu plus fin que les ensembles de mesure nulle. Et ça nous permet d'avoir une notion d'ensemble négligeable au même titre que la théorie de la mesure. Puis ça nous donne ça peut se voir dans certains théorèmes, par exemple celui-là. Donc, si j'ai une fonction qui est harmonique et bornée sur un ensemble P, sauf un ensemble polaire, on peut la prolonger comme une fonction harmonique. Donc, ça veut dire que les ensembles polaires sont négligeables pour les fonctions harmoniques. Une autre façon qui est plus maintenant pour la topologie, si j'ai un ensemble qui est ouvert et connexe et que je retire un ensemble polaire fermé, il reste connexe. Ça veut dire que je ne peux pas enlever une courbe, par exemple. OK, bon. Donc, les ensembles polaires, il y aurait eu beaucoup d'autres choses que j'aurais pu mentionner, mais les ensembles polaires, ils vont nous être utiles pour revenir au problème de Dirichlet. Donc, c'est un tout petit peu différent. Cette fois, au lieu d'être égal à une constante, c'est égal à une fonction, on peut supposer continue. Donc, la question, c'est est-ce qu'une solution existe? Et puis, ça dépend un peu de la frontière. Donc, il y a des notions topologiques à prendre en compte. Si on prend le disque moins l'origine,
moins l'origine, donc c'est la boule pointée centrant 0 de rayon 1. Avec les conditions initiales 1 sur la frontière, 0 à l'origine, il n'y a pas de solution. Puis, la raison, c'est à cause du principe du maximum, mais on ne peut pas vraiment en parler ici. Mais bref, il n'y a pas de solution. Mais vous remarquerez que ce que j'ai enlevé, c'est un ensemble polaire. Donc, on a un théorème qui dit que si la frontière est régulière, puis là, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est après, alors il existe une unique solution qui est contenue sur des barres et régulière. Je ne peux pas vous donner la définition parce que c'est un peu trop compliqué, mais je vais vous donner deux cas, un qui montre quand c'est régulier puis un qui montre quand ce n'est pas. Donc, si C, c'est la composante connexe de zeta 0 dans D, dans la frontière de D, et que ce n'est pas le singleton zeta 0, alors c'est régulier. Et pour irrégulier, s'il existe un voisinage de zeta 0 tel que le voisinage dans la frontière est un ensemble polaire, alors zeta 0 est irrégulier. Donc ça, on peut par exemple voir avec ça que si j'enlève l'origine, qui est un ensemble polaire, l'origine va être un point irrégulier. OK. Donc, il y aurait énormément de choses à parler, mais d'un côté, c'est un peu difficile, c'est-à-dire les préalables sont gros, puis il y a aussi la question de temps, mais on aurait pu parler de capacité qui mesure à quel point un ensemble est capable de prendre beaucoup de charge. Par exemple, les ensembles polaires ont capacité 0 parce qu'ils ne peuvent pas prendre de charge du tout. On aurait pu parler de mesure d'équilibre, qui serait la mesure qui va maximiser l'énergie ou minimiser si vous êtes en physique. La mesure harmonique qui est utilisée pour les problèmes de Dirichlet. Puis, tout ça, ça a des applications dans toutes sortes de choses, comme, je ne l'ai pas écrit, mais l'analyse fonctionnelle, par exemple, on peut démontrer le théorème des applications conformes avec tout ça. J'étudie fonctionnelle, l'analyse complexe. Aussi en analyse fonctionnelle, harmonique, théorie d'approximation, puis les systèmes dynamiques. Donc, je vais m'arrêter là.